Oui, je m'appelle Pierre Minonzio, je suis pharmacien, j'étais le vice-président international de Pharmaciens sans frontières, comité international. Association qui récupérait des médicaments et qui fournissait les médicaments dans les cadres de l'urgence à Médecins du Monde et Médecins sans frontières et aux hôpitaux, ainsi qu'au ministère de la Santé de pays qui en avaient besoin. J'ai reçu un appel d'aide de la part de la communauté lituanienne en France en juin 1990. Ça devait être le 9 juin. Et j'ai répondu à l'époque c'était des fax, on n'avait pas de mail, c'était des fax. J'ai reçu un fax et me demandant de l'aide parce que la Lituanie faisait l'objet d'un blocus au niveau des médicaments de la part de l'Union soviétique. Ma réponse a été, des médicaments on en a, mais c'est où la Lituanie ? Effectivement, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, bien que je sois maintenant un vieux monsieur, quand j'avais fait mes études, on avait appris la grande URSS, la grande Union soviétique. On n'avait pas appris les pays occupés par l'Union soviétique. Donc la Lituanie, je ne savais pas où c'était. Et le soir, je téléphone à ma mère et je lui dis je pars en Lituanie. Elle me dit mais bien sûr, tout le monde connaît, entre les deux guerres, Memel. Et je dis mais Memel, je ne sais pas où c'est. Elle me dit mais maintenant ça s'appelle Klaipėda. Et ma mère qui est partie maintenant il y a longtemps. Ce qui fait qu'on est parti en Lituanie avec le camion de Pharmaciens sans frontières et sommes arrivés après avoir traversé la Pologne avant la frontière, à Punskas, Punsk en polonais, où on était accueillis par la communauté lituanienne et en particulier l'instituteur de la ville ou du village à l'époque de Punsk, qui nous a fait cacher le camion dans le hangar, dans le préau où jouent les enfants, de sorte à ce que s'il y avait un passage d'hélicoptère ou quoi que ce soit, on ne voit pas notre camion. Et le lendemain matin, nous avons été réveillés à l'aube par le monsieur en question, qui nous a fait prendre un chemin, je dis bien un chemin, qui nous a amenés à la frontière polonaise, où là, on nous a demandé tout un tas de tampons, de trucs, de machins, et par un autre chemin qui était complètement bloqué par des remorques de camions. On a fait du gymkhana pour arriver à la frontière de Lasdiye. Mais entre les deux, il y avait l'armée rouge qui était là, qui nous ont mis en joue. Ils ont sorti leurs armes, je pense que c'était des kalachnikovs, et ils nous ont mis en joue. Et on s'est dit, oh là là, on ne va pas se laisser embêter par ces gens-là, ils ne vont pas nous tirer dessus, de toute façon, Dieu existe, on avance. Et on a avancé, ils nous ont mis en joue, on a avancé, ils nous ont mis en joue, et ils n'ont pas tiré. Et on a appris très longtemps après, c'est-à-dire 4 ans après, par le ministre de la Santé, que les militaires soviétiques de l'armée rouge avaient bien des kalachnikovs, mais ils n'avaient pas de munitions. Donc là, ils sont partis en pagaille, c'était un vrai poulailler, ça téléphonait, ça allait dans tous les sens. Et on est arrivé donc à la frontière, au poste de frontière, par le même chemin, de Lasdiye, où on a rencontré Juozas Olekas, le ministre de la Santé, nous attendait. Et là, c'est la première fois que j'ai vu un ministre bosser, c'est-à-dire qu'il a tombé la veste, il a tombé le chandail et il a commencé à vider notre camion pour remplir son camion avec l'aide certainement de médecins ou de collaborateurs. Nous avons ensuite mangé et j'avais avec moi, les laboratoires Rock m'avaient donné des produits de beauté ils changeaient la gamme et j'avais demandé à la représentante de me donner des produits de beauté. Elle m'avait donné des rouges à lèvres, des fards à cils, des fards à yeux. Et j'ai distribué ça à la frontière. Et c'était incroyable, les douanières qui étaient là, les dames qui étaient là, elles n'en revenaient pas, elles pleuraient en regardant les rouges à lèvres. Et donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et elles nous ont fait manger mon premier shalti barchai, la soupe lituanienne. Et au bout de 2 heures, Olekas, le ministre, est venu et nous a dit maintenant, il faut que vous partiez très 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 vite parce que les militaires soviétiques vont vous arrêter. Donc maintenant, vous repassez vite en Pologne. On a pris notre camion, on a fait demi-tour et on est retourné à la frontière polonaise où on nous a dit « Mais monsieur, vous avez un visa pour un aller, mais pas pour le retour. » Ah, mais où est-ce que je le prends le visa ? Vous allez le prendre à Moscou, monsieur. Ah, je dis non, on n'ira pas à Moscou. Alors après des longues négociations, on a glissé un billet de $100 dans nos passeports et on est passé, ils nous ont mis les tampons, ils n'ont pas regardé qu'il nous manquait le visa de retour. Et puis voilà, c'était la première mission en Lituanie, c'était le 11 juin 1990. Et ensuite, j'ai reçu les remerciements du président Landsbergis. Mais je pensais que c'était un one-shot, c'était une mission, la première qu'on faisait en Lituanie. Mais enfin,
On a apporté les médicaments qui étaient demandés, ce qu'ils voulaient, mais on ne pensait pas aller plus loin. Quand, en janvier 1991, j'étais avec Pharmaciens sans frontières à Bucarest, en Roumanie, Pharmaciens sans frontières s'occupait de trier tous les médicaments qui arrivaient du monde entier en Roumanie, dans la foire de Bucarest, parce que à cette époque-là, Ceausescu venait de disparaître avec sa bande, et les médicaments arrivaient de partout. Et donc, Pharmaciens sans frontières avait été demandé pour trier tout ce qui arrivait, mais de l'Europe entière, et même de l'Amérique. Il y a des médicaments qui arrivaient de partout. Et j'ai reçu de Bernard Kouchner un coup de téléphone en disant « Monsieur Minonzio, oui, vous êtes le seul à connaître le chemin pour aller en Lituanie. Demain matin, il y a un camion du gouvernement français qui part pour Vilnius, et vous allez l'accompagner. Vous avez un avion de la Tarom qui part dans 2 heures, vous rentrez. » Donc je suis rentré à Paris, et là j'ai dit à ma femme, tu me rejoins vite à Paris en voiture, et on a accompagné ce camion. Alors ce camion, c'était une décision de François Mitterrand qui avait décidé d'envoyer 10 camions dans les hôpitaux pédiatriques de Moscou et de Leningrad. Aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Et donc, Bernard Kouchner a fait des pieds et des mains pour qu'un des camions arrive dans les hôpitaux pédiatriques de Vilnius. Et j'étais chargé de mener ce camion à Vilnius. Et là, j'étais reçu officiellement par les autorités, le ministre, j'en passais des meilleurs. Et on a été extrêmement frappé, parce que moi je voyageais sans arrêt pour Pharmaciens sans frontières, bien qu'ayant ma pharmacie à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, je voyageais beaucoup. Et c'est la première fois que je voyais un pays où il y avait un vrai ministère, des hôpitaux avec des infirmières, des médecins. Ça roulait, mais ils n'avaient pas de médicaments. Alors ils m'ont expliqué, on a des problèmes pour le diabète parce que de l'insuline, elle est bien faite à Kaunas, mais elle est conditionnée de l'autre bout de l'Union soviétique, et donc nous on ne les voit pas revenir, les produits. Donc il y a bien une usine qui fait des médicaments qui s'appelle Sanitas, mais rien ne sort. Donc il va falloir tout réorganiser, tout ça. Et c'était le début d'une grande aventure. Mais vous parlez, on dirait que c'était hier, que c'était il n'y a pas tellement longtemps. Vous vous souvenez de tous ces détails, de tous ces rencontres. Et aujourd'hui, c'est 35 ans après, quand vous parlez de la Lituanie, je ne sais pas, pour moi, dans ma tête, je vois presque l'Ukraine. Mais on s'en occupe aussi de l'Ukraine maintenant, c'est ça. On a repris son bâton de pèlerin pour continuer. Et le jour, bientôt il y a 3 ans, le 22 février, on a remis la gomme. Alors maintenant je suis trop vieux pour pouvoir m'investir à 100%, mais j'ai aidé les associations ukrainiennes. Je leur ai donné tous mes contacts, en particulier chez les laboratoires, pour pouvoir récupérer. Et en France, on a la chance d'avoir une structure qui s'appelle TULIP, transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique, qui récupère tous les médicaments qui sont donnés par l'industrie pharmaceutique. Donc, l'industrie pharmaceutique met dans les entrepôts qui sont à Gare au Nord, à côté de Paris, des médicaments, mais c'est par palette qu'on récupère. Moi, à partir de 1991, le volume de médicaments que j'emmenais en Lituanie, c'était des palettes. Donc, les Lituaniens ont appris un nouveau mot, c'est le mot palettas. Parce que quand ça arrivait, une palette d'antibiotiques, pour eux, ça ne disait rien. C'est plus d'1 mètre cube d'antibiotiques, c'est quelque chose d'important. Et donc, quand je retourne en 1991, en janvier, c'était le ministère. On y est retourné en février, en mars. On y est retourné en avril, en juin. Et au mois de juillet, je suis parti avec ma femme à New York. On est allé à la Maison de Verre, on est allé à l'ONU. Et on a été défendre l'indépendance de la Lituanie à l'ONU avec ma femme, tous les deux. 2 petits paysans français qui vont descendre devant ces grands... Et on se fait mettre à la porte par un fonctionnaire onusien, qui était marocain d'ailleurs, en disant qu'on faisait de l'ingérence dans l'Union soviétique. Et ça, c'était en juillet 91. En août 91, j'étais bien sûr à Vilnius, et j'appartiens à ces gens qui ont déboulonné la statue de Lénine, place Lukiškis, devant le KGB. Et quelques semaines après, la Lituanie devenait officiellement, était reconnue indépendante par l'ONU. Et donc ensuite, ça a été tous les mois, tous les 2 mois. Puis ensuite, avec Anne-Marie Goussard, on a créé la coordination France-Lituanie, parce que, en définitive, comme on y montait très souvent,
on était devenus les PTT, on transportait les colis. Parce qu'au-dessus de mes médicaments, il y avait toujours de la place. Donc on a monté des vêtements pour Emmaüs, on a monté même du matériel religieux pour le monastère de Palendré. C'était incroyable ce qu'on a monté. On a monté 11 palettes de dictionnaires, faut voir ça. On a monté 11 palettes de dictionnaires qui allaient être mis à la poubelle en France, qui allaient être mis au pilon. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est une solidarité extraordinaire autour d'un pays qui voulait s'en sortir. Mais ce pays, il faut le savoir, avant la guerre, avait un PIB qui était supérieur à celui de la Finlande. Donc, ces gens, ils voulaient leur liberté. C'est le premier mot que j'ai appris en lituanien, c'est laisvės. Avant d'apprendre Lietuva, j'ai dit c'est laisvės. Et la liberté, c'est quelque chose d'incroyable. Et pour moi, qui suis fils d'un immigré italien, je peux vous dire que le mot de liberté et mon passeport, je l'ai toujours sur moi. Voilà, depuis tout ce temps, tous ces échanges, toutes ces rencontres qui ont eu lieu dans deux sens, entre deux pays, mais quel événement vous a marqué en dehors de toutes ces premières rencontres, ou même aujourd'hui, vous vous souvenez et ça vous fait chaud au cœur, ce souvenir C'est comme ça, hein, je ne suis pas du tout préparé, mais c'est le retour de Lauretta en France. Lauretta, elle s'était fait écraser les jambes sous un tank le 13 janvier 91 et je l'ai redescendue dans ma voiture qu'on avait transformée en ambulance. Ma femme est infirmière et on a réussi à lui faire avoir un passeport avec Philippe de Surmain, qui était premier ambassadeur de France à Vilnius, et tous les visas voulus pour pouvoir arriver chez nous. Et elle a été hospitalisée à Nancy. On l'a endormie à Vilnius. Ma femme s'est occupée d'elle sur tout le voyage et on l'a réveillée à Nancy. Et aujourd'hui, cette jeune femme, avec beaucoup de difficultés et des prothèses, remarche. Voilà, Lauretta, il y a eu deux Lauretta, il y en a une qui a été décédée, qui s'appelait Azanavičiūtė, et l'autre, c'est moi qui l'ai ramenée dans ma voiture en France. Elle est retournée maintenant en Lituanie. Ça, c'était il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand vous voyez la Lituanie qui fait partie de l'Europe, qui est partie des cartes européennes et mondiales, et tous ces événements mondiaux autour, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité, maintenant en Lituanie, elle est libre. Donc, aujourd'hui, ça a été le jour où les trois pays baltes ont récupéré leur indépendance énergétique au niveau électrique. Avec Anne-Marie Goussard, donc la présidente de la coordination France-Lituanie, depuis 35 ans, on se bat pour l'énergie. Et on avait décidé que l'énergie, c'était le numéro 1 à se battre. Et à ce niveau, on s'est bien battu avec Aska Skaisgirytė, qui était à l'époque ambassadeur ou ambassadrice de Lituanie à Paris, pour d'abord faire un terminal GNL, c'est la chose importante, et remplacer la centrale d'Ignalina, qui a dû être fermée pour l'entrée dans l'Europe. Ça a été quelque chose d'assez incroyable. La centrale d'Ignalina, c'était la centrale qui était la plus protégée. Elle était protégée par tous les techniciens européens qui étaient là. Ils ne pouvaient pas bouger un poil de nez sans qu'on soit au courant. Mais non, il a fallu la démolir parce que, vous savez, en Europe, il n'y a pas que des gens qui se pensent comme moi. Il y a des gens qui sont un petit peu écolos, d'autres qui sont un petit peu gauchos, d'autres qui sont... il a fallu négocier 35 ans pour pouvoir avoir son indépendance énergétique. Pour moi, c'est un petit peu longuet. On s'est bien battu avec Anne-Marie et avec les ambassadeurs. On a mis en place, on a fait travailler tous nos réseaux. Et en particulier, une anecdote que vous dira pas Anne-Marie, mais... Quand on écrivait au président d'EDF pour monter éventuellement une petite centrale nucléaire en Lituanie à l'époque, avant qu'ils ne choisissent le Japon, et que ça ne sera jamais fait, on écrivait des courriers au président d'EDF avec les mêmes polices de caractère que celui qu'il utilise lui, pour qu'il se trouve déjà à la maison en lisant le mail qu'on lui envoyait. Pour vous dire un petit peu le niveau de... Et ce qu'on voulait vraiment, c'est que la Lituanie soit totalement indépendante et libre. Et si on n'est pas dans cette mesure de pouvoir se dire que
les Lituaniens ont le droit maintenant, ils ont fini la guerre. La Deuxième Guerre mondiale en Lituanie s'est terminée en 1990, ça faut le savoir. Mais la chose qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est quand les stations services d'essence d'origine russe, on peut dire soviétique, russe, ont dû fermer parce que plus personne n'allait dans les stations. Ils pouvaient même donner leur pétrole, les Lituaniens n'y allaient pas. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, ça. Ce qu'il faut qu'on se mette en tête, ils ont su résister. Résister, c'est le mot qui est gravé dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. C'est une jeune fille, une jeune femme protestante qui est restée toute sa vie en prison dans une tour à l'époque des religions en France et qui a gravé dans le mur de la tour le mot résister. Les Lituaniens ont su nous donner une belle leçon pour résister. Vous êtes aussi consul honoraire. Vous n'avez pas dit ça. Donc, il y a plusieurs échanges. Cet engagement personnel citoyen, engagement diplomatique, c'est deux voies des actions et des projets. Et est-ce que, à votre avis, ces deux voies doivent travailler ensemble, côté citoyen et côté politique? Parfois, il y a les petites séparations. Mais vous avez réussi à conjuguer les deux. Alors effectivement, au début, on représentait déjà la France en Lituanie, puisque quand je suis intervenu, il n'y avait pas d'ambassadeur de France. Donc c'est moi qui montais le courrier, je montais les colis, et je disais bien aux gens qui me donnaient des colis, parce qu'il y avait des correspondants qui étaient en France, pour les timbres, pour la culture, pour le folklore, donc il y a des correspondants. Et ils me demandaient de monter des petits colis, alors ils me les envoyaient chez moi à la pharmacie. Et je les ai suppliés à la fin de ne plus m'envoyer de bananes dans les colis, parce que les bananes, au bout de quelques semaines dans les colis, ça pue, c'est épouvantable. Alors au début, l'action qui était la nôtre, c'était plutôt humanitaire, pouvoir aider les gens. Je crois pouvoir dire que Emmaüs, en Lituanie, on a commencé avec une sœur qui était sur place, qui s'appelait sœur Rosanne, qui nous a dit il faut qu'on vous montiez des ballots de vêtements pour pouvoir les mettre à disposition des gens, parce que la pauvreté, elle était là, c'était quelque chose d'important. Donc au début, c'était vraiment l'option humanitaire. Aujourd'hui, 35 ans après, c'est totalement différent. On est là pour pouvoir essayer d'ouvrir des marchés à la Lituanie, pouvoir leur apporter une aide. Alors c'est vrai qu'à mon âge maintenant, je suis beaucoup moins à l'aise sur ce domaine qui est un domaine qui est réservé aux businessmen. Mais on essaye tout de même d'aider quand on peut et au maximum. Alors pour l'instant, c'est vrai que le message que je devrais faire passer, c'est il faut absolument que les Français puissent reconnaître les produits lituaniens et savoir s'en servir avec le maximum de technicité. Parce que les Lituaniens sont des gens qui sont extrêmement techniques. J'ai un souvenir, j'ai adopté entre guillemets une jeune Lituanienne dans les années 90 qui est venue faire ses études en France et je lui ai prêté, ou je lui ai donné un ordinateur portable, les premiers ordinateurs portables qui étaient gros comme maintenant des téléviseurs, je veux dire que c'était énorme. Et dans son premier stage qu'elle a fait à l'ambassade de France à Vilnius, Ruta nous a redescendu Windows 2000, mais c'était en 96. Donc déjà, les Lituaniens étaient en train de peut-être préparer ou de tester Windows 2000. Donc le niveau de capacité de la matière grise des Lituaniens était quelque chose de fantastique. Donc c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est peut-être pas les gens qui étaient en marche arrière, les Lituaniens. Ils voulaient aller en marche avant. Et puis il y aurait plein de choses qui m'ont totalement étonné. Ils avaient une connaissance, un savoir. Des gens qui lisaient beaucoup, qui lisaient énormément. Donc je suis intimement persuadé que maintenant, la Lituanie a son jeu à jouer dans l'Europe. Et un jour, monsieur le président Landsbergis, qui est venu à la maison, m'a dit « Mais, monsieur Pierre, pourquoi vous aidez comme ça la Lituanie ?» Je lui ai répondu « Mais peut-être qu'un jour, c'est nous qui aurons besoin de Lituaniens. » Et maintenant, ma radiologue à Bourg-de-Péage, le petit pays à côté de Romans-sur-Isère, elle est lituanienne. Et des médecins lituaniens, il y en a partout. Donc, ça a été des problèmes qu'on a eu à régler avec Oleikas il y a 20 ans. Il y avait 2 fois plus de médecins par rapport au nombre d'habitants en Lituanie qu'en France. Et donc, au début, avant 2004, avant qu'il y ait l'Union européenne, ils ne pouvaient pas venir bosser en France pour la simple et bonne raison que des histoires de visa, c'est très compliqué. Puis la médecine en France est extrêmement surveillée.
Et donc, ils partaient avec Pharmaciens sans frontières et on les envoyait bosser dans d'autres pays. Alors donc, nous, on a besoin de médecins, on a besoin de pharmaciens. Ils n'avaient pas le droit de travailler en France, ni en Europe, mais on les envoyait travailler en Afrique ou ailleurs. C'était assez rigolo. Maintenant, ils viennent travailler chez nous et ils travaillent fort bien. Je veux dire que j'ai ouvert dans les années 95 des stages pour des pharmaciens lituaniens. Donc tous les étés, j'avais des étudiantes pharmaciennes qui venaient travailler dans la pharmacie et qui gagnaient plus en 2 mois de stage dans ma pharmacie qu'en 1 an de travail chez eux. Et maintenant, j'ai leurs enfants qui viennent chez moi, qui apprennent le français. Donc une porte grande ouverte. Et c'est vrai que la raison de l'humanitaire est terminée maintenant. Mais il va falloir qu'on garde cet esprit dans lequel il y a un mot extraordinaire, qui est le mot amour. Et les Lituaniens, ils aiment la vie, ils aiment les couleurs, ils aiment la musique, ils aiment la peinture. Et les Lituaniens sont des gens qui vont de l'avant. Des Lituaniens, on en retrouve partout. Un jour, j'étais avec mes filles aux États-Unis d'Amérique, dans un parc Disney. Et comme tous les Français, je carottais un petit peu pour passer devant parce qu'il y a des files d'attente qui disaient des heures et des heures. Et il y a un monsieur américain qui m'a attaqué, il m'a pris de très haut en disant « Oh, c'est français, c'est épouvantable ». Et je lui dis « Je ne suis pas français, je suis lituanien, monsieur. »« Ah, ma grand-mère était de Kaunas, mais passez donc. » Et les Lituaniens sont partout. Vous arrivez à Buenos Aires, vous avez des villas sur lesquelles c'est marqué en lituanien. Des Lituaniens, il y en a partout. En Afrique du Sud, des Lituaniens, il y en a partout aussi. Donc, alors maintenant, mon seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de camions lituaniens sur les routes en France, puisque je crois qu'il y a 4500 camions qui roulent en ce moment, immatriculés en Lituanie, mais il n'y en a pas la moitié qui sont conduits par des Lituaniens. Et la semaine dernière, j'ai un Lituanien qui m'a fait une queue de poisson avec son camion. Alors, quand il s'est arrêté, j'étais lui dire « Monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait », avec les quelques mots de lituanien que je parle, mais le monsieur, il n'était pas lituanien, il était russe. Donc maintenant, les chauffeurs de camions, ils lisent pas ce qui est marqué sur les panneaux, ils lisent pas ce qu'il y a sur les autoroutes, et donc c'est pour moi, en tant que consul, un sacré problème. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce que vous voudriez encore faire, imaginer entre la France et la Lituanie? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore les projets, les idées que vous voudriez encore réaliser? Alors effectivement, on a besoin des Lituaniens, les Lituaniens ont besoin de nous. Donc on est vraiment tout à fait complémentaires. Et moi qui suis aux 3/4 italien, j'ai l'habitude de dire que la Lituanie, c'est l'Italie du Nord. Donc comme l'Italie du Nord fait partie de l'arc alpin qui relie Lyon, Milan et Turin, eh bien Vilnius, c'est pas si loin que ça. Et si seulement on pouvait avoir depuis Lyon des compagnies aériennes qui nous amènent des Lituaniens. Quand on regarde les cartes, les avions, il y a 15 villes en Italie qui sont desservies par des lignes aériennes qui vont en Lituanie, de Kaunas ou de Vilnius. En France, il y en a combien? Il y a Nice, il y a Beauvais, il y a Paris, peut-être Bordeaux, j'en sais rien. Pas Bordeaux, non. Bon, Lyon, il n'y a pas. Il y a une ligne d'avion de Wizz Air qui vient à Grenoble 3 mois par an, mais c'est plein par les skieurs. Donc, mais c'est pas pour faire du business ou du commerce. Donc, si vous voulez faire du commerce, il va falloir ouvrir des lignes aériennes avec la Lituanie. Ça, c'est mon souhait que j'ai au fond du cœur. Merci. Braccio, Panele.